Avant de vous plonger dans cette histoire, prenez le temps de abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications pour ne manquer aucune histoire comme celle-ci, où mystère, silence et secret s'entremêlent. Maintenant, écrivez dans les commentaires, d'où regardez-vous, votre ville, votre pays. C'est toujours impressionnant de voir jusqu'où ces histoires peuvent se propager, et qui sait, de découvrir que le mystère est peut-être plus proche qu'on ne le pense. Le manoir se dressait au sommet de la colline, tel un affront silencieux au paysage rural du sud de la France. Entouré de vignobles centenaires et de chemins de pierre étroits, il détonnait de tout ce qui l'entourait. Non seulement par sa taille ou son architecture luxueuse, mais aussi par le malaise qu'il inspirait aux passants. Les hautes grilles en fer noir, ornées de symboles anciens, restaient presque toujours closes. Même en plein jour, elles semblaient absorber la lumière du soleil, ne renvoyant que des ombres. La propriété appartenait à Étienne Morel-Étienne, homme d'affaires discret, connu dans les milieux financiers parisiens pour sa fortune, bâtie rapidement et sans explication. Il apparaissait rarement en public et, lorsqu'il le faisait, il arborait une posture impeccable, des vêtements de marque et des gestes maîtrisés. Rien dans son image ne laissait présager l'excès ou l'instabilité. Au contraire, Étienne semblait incarner la réussite discrète. De l'autre côté de cette histoire, il y avait Claire Dubois-Clerc, journaliste d'investigation ayant quitté la capitale après un scandale professionnel resté irrésolu, s'était installée dans une petite ville, près du manoir, en quête de distance, d'anonymat et peut-être de rédemption. Claire était connue pour son obsession du détail, pour percevoir des liens là où d'autres ne voyaient que des coïncidences. Et c'est précisément cette caractéristique qui lui fit remarquer quelque chose d'étrange dès les premières semaines. Un schéma se dégageait des récits des plus anciens habitants. Des animaux disparaissaient près de la colline. Les livreurs refusaient de monter jusqu'aux portes. Les jardiniers embauchés pour de courtes périodes ne restaient jamais plus de quelques semaines. Certains prétextaient des maladies soudaines. D'autres s'évaporaient tout simplement de la ville, laissant derrière eux des chambres vides et des contrats inachevés. Claire commença à observer de loin. Ses promenades matinales s'achevaient toujours par un regard fixé sur les grilles en fer. Certains jours, elle remarquait des marques récentes au sol, comme si quelque chose de lourd avait été traîné sur la propriété pendant la nuit. D'autres jours, elle percevait une odeur métallique dans l'air, difficile à expliquer, surtout mêlée aux arômes constants de raisins et de terre humide. Étienne, pour sa part, suivait une routine rigoureuse. Il arrivait toujours au manoir au crépuscule, dans une voiture sombre aux vitres closes. On ne le voyait jamais partir avant l'aube. Des lumières étaient allumées dans certaines ailes de la maison, tandis que d'autres restaient plongées dans l'obscurité totale. Il n'y avait ni fête, ni visite, ni aucun signe de vie compatible avec la taille et le luxe du lieu. Le conflit a éclaté sans un mot. Claire sentait que quelque chose clochait profondément derrière cette façade impeccable. Étienne, sans même lui avoir adressé la parole, semblait conscient d'être observé. Certains soirs, Claire avait l'étrange impression que quelqu'un l'observait de l'intérieur de la propriété, à travers les barreaux du portail. Le mystère s'épaissit lorsqu'un incendie d'origine inconnue détruisit une vieille maison abandonnée près du manoir. Officiellement, il s'agissait d'un accident. Officieusement, des cris auraient été entendus avant que les flammes n'engloutissent les lieux. Aucun corps ne fut retrouvé, aucune enquête ne fut menée. Claire entreprit de rassembler méthodiquement des informations. Archives publiques, contrats d'achat, documents anciens de la région. Elle découvrit que le terrain où se dressait le manoir avait appartenu, des siècles auparavant, à une famille impliquée dans des rituels religieux condamnés par l'église locale elle-même. La propriété était abandonnée depuis des décennies, considérée comme maudite depuis des générations. Entre-temps, le comportement d'Étienne se durcit. On commença à embaucher du personnel par le biais de sociétés tierces sans aucun contact direct. Les grilles en fer restèrent closes, même en plein jour. Des caméras firent leur apparition discrète le long de la voie d'accès.
La tension montait en sourdine, alimentée par de petits détails, des regards évités et des rumeurs chuchotées. Rien n'était encore concret. Aucune preuve définitive. Seulement le sentiment persistant que le luxe de cet endroit n'avait pas suffi à contenir quelque chose d'ancien, de violent et de profondément troublant. Claire savait qu'en allant de l'avant, elle franchirait un point de non-retour. Et Étienne semblait prêt à protéger ses secrets à tout prix. L'horreur ne s'était pas encore pleinement dévoilée, mais elle respirait déjà, tapie dans l'ombre, derrière les grilles de fer. Le petit village au pied de la colline portait le poids du temps. Ses ruelles étroites, pavées de pierres irrégulières, semblaient porter non seulement les traces des pas, mais aussi les souvenirs de générations qui avaient appris à vivre avec des secrets. Les vieilles façades, avec leurs fenêtres étroites et leurs volets de bois, dissimulaient des histoires jamais écrites. Là, le silence n'était pas l'absence de son, mais un accord tacite entre les habitants. Claire Dubois le remarqua rapidement. Les conversations s'interrompaient dès qu'elles s'approchaient, non par hostilité manifeste, mais par prudence. Les habitants étaient polis, mais réservés. De simples questions sur le manoir perché sur la colline suscitaient des réponses vagues, des changements de sujet ou des sourires gênés. Pourtant, de subtiles tensions apparaissaient entre les lignes. Le propriétaire du café où Claire avait l'habitude d'écrire le matin évitait de regarder vers la colline. Une vieille dame, après quelques verres de vin, murmura que la terre là-bas n'a jamais vraiment été défrichée. Un ancien vigneron fit remarquer que les vignes les plus proches du manoir produisaient des raisins amers, impropres à la consommation, même les bonnes années. Le cadre naturel accentuait le malaise. La colline était couverte d'arbres tortueux dont les racines jaillissaient du sol comme des doigts cherchant à s'échapper de la terre. Aucun sentier balisé ne menait au manoir, seulement un chemin de vieilles pierres, usé par le temps et peu fréquenté. La nuit, un épais brouillard s'accumulait dans ce secteur, même lorsque le reste de la ville restait dégagé et visible sous la lune. Claire approfondit ses recherches dans les archives municipales. De vieux documents révélaient d'étranges lacunes, des actes de propriété lacunaires, des certificats incomplets, des incendies récurrents au fil des siècles. Le nom de la famille d'origine semblait lié à des jugements informels, davantage motivés par la peur collective que par des lois officielles. Aucune condamnation formelle n'avait été enregistrée, mais l'abandon soudain des lieux était éloquent. Étienne Morel apparaît dans ces documents comme un acheteur méticuleux. L'acquisition du bien s'est faite par le biais d'intermédiaires, de sociétés écrans et de contrats juridiquement protégés. Aucune irrégularité manifeste n'a été relevée, seulement une précision excessive, comme si chaque détail avait été calculé pour éviter tout soupçon ultérieur. La personnalité d'Étienne commençait à se dessiner aux yeux de Claire. Un homme qui ne s'improvisait pas, qui anticipait les risques, qui comprenait la valeur du silence. Il interagissait rarement avec les résidents, mais lorsqu'il le faisait, il affichait une cordialité froide, presque mécanique. Il ne tissait aucun lien, ne laissait aucune trace émotionnelle. Les personnages secondaires ont acquis de l'importance au sein de cette trame narrative. Luc Bernard, le chef de la police locale, était un homme pragmatique, plus soucieux de maintenir l'ordre que de rouvrir de vieilles blessures. Il estimait que certaines affaires devaient rester étouffées, non par lâcheté, mais pour la survie de la société. Sa position influençait directement le déroulement, ou l'absence de déroulement, des enquêtes approfondies. Il y avait aussi Marianne Lefebvre-Clerc, bibliothécaire et descendante d'une des plus anciennes familles de la ville, manifestait une curiosité contenue, différente de celle des autres, comme quelqu'un qui connaissait une partie de la vérité, mais en redoutait les conséquences. Ses silences étaient plus éloquents que ses réponses directes, et sa volonté d'aider Claire se manifestait par fragments, toujours conditionnés par des limites claires. L'antagonisme entre Claire et Étienne ne se manifestait pas par des confrontations directes, mais par des actions parallèles. Tandis que Claire cherchait à comprendre le passé, Étienne renforçait son emprise sur le présent.
Des clôtures intérieures se dressaient autour de la propriété. Des bruits métalliques résonnaient la nuit, rythmés comme un travail continu mené loin de tout regard extérieur. Le monde alentour semblait réagir. Les tempêtes se firent plus fréquentes. Les coupures de courant ne touchaient plus que les abords de la colline. Les animaux évitaient la région. Rien de tout cela ne prouvait quoi que ce soit, mais tout contribuait à l'impression que des forces ancestrales s'étaient réveillées ou n'avaient jamais vraiment dormi. Claire comprit alors qu'elle n'enquêtait pas seulement sur un homme ou une propriété, mais sur un cycle, un lien entre passé et présent qui résistait au temps, alimenté par la peur, le silence et des choix délibérés. Le décor était planté, les personnages étaient en place, et la ville était, malgré elle, complice d'un mystère qui commençait à avoir un prix. Le premier événement qui perturba la tranquillité des lieux se produisit par une nuit sans lune. Une alarme retentit dans l'une des maisons les plus proches de la route menant au manoir. Les vols à la tire n'étaient pas rares dans le quartier, mais rien n'avait été dérobé cette nuit-là. Le portail de la propriété était intact. Les portes étaient verrouillées de l'intérieur. Malgré cela, de profondes traces apparurent sur le sol de la cour, comme si quelque chose avait franchi la propriété sans tenir compte des limites. Le lendemain matin, la nouvelle se répandit dans la ville comme un murmure décousu. Claire en percevait des bribes en traversant le marché. Des mots épars, des regards inquiets, des phrases interrompues. Personne ne parlait clairement de ce qui s'était passé, mais tous semblaient savoir qu'il ne s'agissait pas d'une simple alarme défectueuse. Elle se rendit sur place, non pas en tant que journaliste, mais en tant que simple habitante curieuse. Elle observa les marques au sol, trop profondes pour avoir été laissées par des pneus ordinaires. Il n'y avait pas d'empreintes humaines nettes, seulement des sillons irréguliers, comme si quelque chose de lourd avait été traîné avec difficulté. La terre avait une couleur plus sombre, presque noircie, contrastant avec le reste du terrain. Claire observait la scène et remarqua que les habitants évitaient de s'approcher. Certains traversèrent la rue pour ne pas passer devant la maison. D'autres faisaient semblant de ne rien voir. La peur était collective, mais silencieuse, comme si reconnaître l'étrangeté de la chose la rendait trop réelle. La même semaine, un employé sous-traitant du manoir a disparu. Un jeune homme, récemment arrivé en ville, sans attache locale. Sa chambre à la pension était intacte, ses affaires étaient restées sur place. Son contrat de travail avait été automatiquement résilié, comme si son absence avait été anticipée. Aucun dépôt de plainte n'a été effectué. Claire tenta d'obtenir des informations officielles, mais se heurta à une résistance voilée. Les documents tardaient à arriver, ses demandes restaient sans réponse. Le chef de la police adopta une position pragmatique, suggérant que l'homme était peut-être parti de son plein gré. Cette explication peu convaincante suffit néanmoins à étouffer toute enquête institutionnelle. Entre-temps, le comportement d'Étienne changea subtilement, mais significativement. Le flux de camions vers la propriété s'intensifia, toujours la nuit, toujours sans identification visible. Les livraisons duraient des heures. Des bruits métalliques, étouffés par la distance, résonnaient sur la colline, répétitifs et rythmés, comme si quelque chose était en train d'être assemblé ou renforcé. Claire commença à ressentir directement la pression. Un matin, sa boîte aux lettres fut retrouvée fouillée. Aucun message menaçant, juste l'avertissement implicite que ses habitudes étaient surveillées. Une autre fois, elle remarqua une voiture sombre, garée de l'autre côté de la rue depuis trop longtemps. Alors qu'elle s'approchait, le véhicule s'éloigna sans hâte. Le conflit prit une nouvelle dimension. Il ne s'agissait plus seulement de percer un secret, mais de résister à une force qui s'efforçait d'empêcher toute révélation. Claire modifia ses méthodes. Elle commença à tout consigner de manière redondante, en stockant des copies hors de la ville. Chaque détail, chaque coïncidence, chaque silence s'intégrait à un schéma plus vaste. Les personnages secondaires commencèrent à être directement touchés. La bibliothécaire ferma les archives historiques pour entretien, après avoir reçu un visiteur non enregistré. Le propriétaire de la pension de famille fit remarquer à voix basse que les contrats relatifs au manoir contenaient toujours d'étranges clauses,
comme pour parer à des accidents ou à un abandon soudain. L'environnement réagissait presque instinctivement à l'avancée du conflit. Le brouillard s'épaississait les nuits de livraison. Des bruits lointains parvenaient aux alentours de la colline, sans qu'on puisse en identifier la provenance. Des chiens aboyaient, sans but précis, puis se taisaient brusquement. Claire commença à se sentir moins spectatrice qu'actrice d'un jeu silencieux, où chaque geste entraînait une réaction. Et Étienne, de l'autre côté des grilles, semblait prêt à envenimer cette confrontation invisible. Le conflit n'était plus abstrait. Il avait laissé des traces, sur le terrain, sur les gens et sur la ville elle-même, qui commençaient à comprendre que quelque chose s'était éveillé, et qu'ignorer ce phénomène pouvait s'avérer plus dangereux que de l'affronter. À mesure que le conflit principal s'intensifiait, des récits parallèles commencèrent à émerger, reliés par des fils invisibles au manoir et aux grilles de fer. Aucun n'existait isolément. Tous, d'une manière ou d'une autre, gravitaient autour d'un même noyau de silence et de peur. Claire commença à remarquer des changements subtils chez des personnes qui, jusque-là, ne semblaient être que des figurants dans son quotidien. Le propriétaire de la pension où logeait l'employé disparu se mit à boire plus que d'habitude. Au cours de conversations décousues, il laissa échapper que ce n'était pas la première disparition liée à la favela. D'autres y étaient passés des années auparavant, toujours sans laisser de traces officielles. La différence, désormais, résidait dans la fréquence. Une autre intrigue se tramait autour de Luc, le commissaire. Son approche pragmatique commençait à s'effriter sous la pression extérieure. Une agence régionale avait demandé des rapports plus détaillés sur les affaires non résolues dans la région. Luc savait que s'il était honnête, il ouvrirait des portes qu'il ne pourrait plus refermer. S'il dissimulait des informations, il mettrait sa carrière en péril. Son hésitation n'était pas d'ordre moral, mais stratégique. Il se retrouvait peu à peu dos au mur. Marianne, la bibliothécaire, était en proie à un conflit intérieur. Après la visite inopinée qu'elle avait reçue, elle avait commencé à éviter Claire. Pourtant, de petits gestes trahissaient son malaise. Des livres se déplaçaient, des notes apparaissaient en marge de vieux documents, des dates étaient discrètement surlignées. Marianne semblait mener un combat silencieux entre la préservation de la mémoire de la ville et la protection des vivants. La pression du temps s'accentua lorsque le conseil municipal annonça un projet de développement touristique dans la région. La route menant à la colline allait être goudronnée. L'isolement du manoir allait prendre fin. Cette annonce provoqua des réactions immédiates. Les travaux furent retardés sans explication. Les permis furent bloqués. Et en coulisses, Étienne accéléra ses propres projets. Claire comprit que le temps lui était compté. La visibilité accrue de la zone ferait que le moindre événement inhabituel attirerait l'attention. Cela pourrait provoquer des révélations ou avoir des conséquences bien pires si ce qui était caché était brutalement dévoilé. Entre-temps, des habitants ont commencé à faire des cauchemars récurrents, des rêves de couloirs étroits, de fer froid au toucher, de voix étouffées appelant à l'aide. Rien de tout cela n'a été évoqué ouvertement, mais la coïncidence était troublante. La ville semblait partager le même malaise, comme si une force ancestrale débordait des limites physiques de la propriété. Les intrigues secondaires se sont peu à peu rejointes. Luc devait décider s'il continuait à dissimuler les événements. Marianne devait choisir entre le silence et la vérité. Claire devait agir avant que des forces supérieures, administratives, politiques ou quelque chose de plus sinistre encore, ne mettent définitivement fin à toute possibilité de riposte. Et surtout, Étienne avait besoin de terminer quelque chose. Les livraisons nocturnes se firent plus fréquentes, les lumières du manoir restèrent allumées plus longtemps. Le bruit métallique se modifia, parfois interrompu par de longs silences, qui engendraient un malaise encore plus grand que le vacarme incessant. Les complications s'accumulaient, resserrant l'étau autour de tous les protagonistes. Chaque personnage se trouvait désormais face à un choix imminent, et le temps, autrefois lent et complice, se mit à s'écouler avec une urgence dangereuse. Rien ne pouvait rester en suspens plus longtemps. Les intrigues secondaires exigeaient une résolution.
Et toutes menaient inévitablement aux grilles de fer. Le tournant ne s'est pas produit dans le fracas des explosions, des sirènes ou des aveux publics. Il s'est manifesté silencieusement, presque cliniquement, comme tout ce qui touchait aux grilles de fer. Claire fut la première à remarquer le changement de rythme dans la ville. En 3 jours seulement, 2 résidents de longue date demandèrent le transfert de leur propriété. L'un d'eux y vivait depuis plus de 50 ans. Aucun des deux ne voulut s'expliquer. Ils dirent simplement qu'ils n'étaient plus sûrs de rester. Ce sentiment d'urgence diffus laissait présager un dysfonctionnement en coulisses. La même semaine, Marianne glissa une enveloppe non adressée sous la porte de Claire. À l'intérieur se trouvaient des copies de vieux documents qui n'auraient jamais dû quitter les archives municipales, des dossiers incomplets, des procès-verbaux non officiels, des témoignages manuscrits de personnes ayant vécu des siècles auparavant. Le schéma était troublant. La propriété située au sommet de la colline avait été maintes fois liée à des disparitions massives, toujours durant des périodes de prospérité économique dans la région. Plus troublant encore était un rapport du début du XXe siècle, rédigé par un médecin local. Il décrivait des corps retrouvés des années plus tard dans un état de conservation anormal, avec des marques métalliques incrustées dans les os. Le texte n'offrait aucune explication surnaturelle, seulement de froides observations, brutalement interrompues, comme si l'auteur avait été empêché de poursuivre. Claire comprit alors qu'il ne s'agissait pas seulement de dissimuler des crimes. Il y avait une méthode, un cycle, quelque chose qui se répétait au fil du temps, s'adaptant aux technologies et aux commodités de chaque époque. L'événement décisif se produisit par une nuit d'orage. Un des camions qui montait la colline perdit le contrôle sur la route mouillée et se renversa avant d'atteindre les portes. Le choc fut si violent qu'une partie du chargement s'ouvrit. Des caisses métalliques s'ouvrirent, révélant des structures internes qui ne ressemblaient pas à des équipements industriels ordinaires. Il s'agissait de grilles, de raccords et de supports conçus pour contenir quelque chose de vivant, ou qu'il avait été. La police est arrivée rapidement, poussée par des riverains qui avaient enfin surmonté leur peur du bruit assourdissant qui couvrait le silence. Luc était là. Pour la première fois, il ne pouvait détacher son regard. Il reconnaissait des symboles gravés sur les pièces exposées, les mêmes que ceux figurant dans de vieux documents. Avant même qu'un rapport officiel puisse être établi, des hommes sont arrivés sur les lieux. Ils n'étaient pas en uniforme, mais leur autorité était suffisante pour mettre fin à l'incident. Le camion a été enlevé, les pièces ont été récupérées, les rapports ont été rectifiés. Cependant, le mal était fait. Luc alla voir Claire ce même matin. Non pas pour la menacer, mais pour lui avouer ce qu'il n'avait jamais osé dire à voix haute. Il avait su dès le départ que quelque chose clochait. Il savait qu'Étienne n'était pas qu'un propriétaire excentrique. Et il savait que s'il gardait le silence, il se rendrait complice de quelque chose de bien plus grave que ce que sa carrière pouvait supporter. Pendant ce temps, à l'intérieur du manoir, les lumières restèrent allumées toute la nuit. Pour la première fois, les grilles de fer s'ouvrirent en grand, malgré la pluie battante, non pas pour accueillir des visiteurs, mais pour permettre l'entrée de machines plus imposantes et plus lourdes, comme si la phase finale allait commencer. Claire comprit qu'il n'y avait plus de place pour l'observation passive. Le mystère était devenu une preuve. L'horreur n'était plus seulement historique ou symbolique. Elle était active, organisée et dangereusement proche de se répéter à plus grande échelle. Le point de non-retour était atteint. Désormais, chaque choix aurait des conséquences irréversibles. Et le temps pour agir était considérablement réduit. Les heures qui suivirent l'accident de camion transformèrent la ville de manière irréversible. Ce qui n'était jusque-là qu'une peur diffuse commença à se manifester par des décisions concrètes, des gestes précipités et des regards suspicieux. Le silence, si longtemps maintenu comme une forme de protection collective, commença à se fissurer. Luc fut le premier à ressentir immédiatement le poids des conséquences. De retour au commissariat, il découvrit des ordres contradictoires émanant de la hiérarchie. Il fallut refaire les rapports, modifier les dates, édulcorer les descriptions. Le message était clair.
L'incident survenu sur la route ne devait pas entraîner de répercussions. Pour la première fois depuis des années, Luc refusa d'obéir pleinement à un ordre. Il conserva des copies de documents, des photos et des notes personnelles, conscient que ce simple geste le mettait déjà en danger. La réaction d'Étienne fut rapide et chirurgicale. Le flot de camions cessa net, comme s'il n'avait jamais existé. Les sous-traitants disparurent de la ville en moins de 24 heures. Les sociétés impliquées dans les contrats furent dissoutes ou rachetées. L'hôtel particulier sombra dans un calme artificiel, plus inquiétant encore que l'activité incessante des semaines précédentes. Claire, à son tour, commença à être ouvertement évitée. Là où il y avait auparavant des politesses évasives, il y eut désormais une distance délibérée. Les marchands interrompaient leur conversation dès qu'ils la voyaient entrer. Les voisins fermaient leurs fenêtres. Ce n'était pas de l'hostilité directe, mais la crainte d'être associé à elle. La ville semblait avoir compris que le danger ne venait pas seulement du sommet de la colline, mais aussi de ceux qui s'obstinaient à le signaler. Les conséquences commencèrent également à se manifester physiquement. Une odeur métallique persistante se répandit tôt le matin, même loin de la propriété. L'eau de certains puits présenta des changements inexplicables, obligeant des familles entières à recourir aux camions-citernes. Les animaux disparurent à nouveau, cette fois dans des zones plus centrales, comme si la zone d'influence s'était étendue. Marianne finit par rompre le silence. Il chercha Claire non pour lui remettre de nouveaux documents, mais pour la prévenir. D'après de vieux témoignages jamais consignés officiellement, le cycle s'intensifiait toujours lorsqu'une tentative d'intervention extérieure se produisait. Plus la révélation approchait, plus la réaction devenait agressive. Il ne s'agissait pas de vengeance, mais d'instinct de survie, d'une capacité d'adaptation qui permettait à ce système de perdurer. Luc ressentit lui aussi les effets de cette escalade. On cambriola sa maison pendant son service. Rien ne fut volé, rien ne fut cassé. Seuls ses dossiers personnels furent fouillés, comme un avertissement calculé. Pourtant, il ne recula pas, au contraire. Il commença à agir avec plus d'urgence, établissant des canaux de communication discrets hors de la ville. Claire comprit que ce tournant avait déclenché une réaction en chaîne. Désormais, chaque action avait des conséquences quasi immédiates. Il n'y avait plus de place pour l'erreur, ni pour l'hésitation. L'environnement tout entier semblait réagir aux mouvements humains, comme si la Terre elle-même était impliquée. La ville, jadis complice malgré elle, devenait un foyer de tension. Les habitants devaient choisir entre rester et feindre la normalité, ou partir avant que le cycle ne se referme. Et surtout, le manoir demeurait immobile, silencieux, tel un organisme qui avait perçu la menace et se préparait à réagir. Les conséquences étaient déjà là, les réactions étaient enclenchées, et le conflit entrait dans une phase où la retraite n'était plus envisageable pour aucun des protagonistes. Claire comprit que pour aller de l'avant, il ne suffisait plus d'observer ni d'enregistrer. La phase de collecte silencieuse était révolue. Désormais, chaque étape exigeait une prise de risque calculée, des décisions fermes et surtout l'acceptation que le risque faisait partie intégrante du processus. Sa transformation commença par des actions concrètes, non par des émotions. Elle modifia ses habitudes, ses horaires et réduisit ses déplacements habituels. Elle commença à se comporter comme quelqu'un qui savait qu'elle était observée et qui n'avait aucune intention de faciliter cette observation. Elle redéfinit également son objectif. Elle ne cherchait plus seulement à révéler ce qu'Étienne dissimulait, mais à interrompre le cycle qui se répétait depuis des siècles. Pour ce faire, elle devait comprendre comment il avait survécu au passage du temps. Les documents de Marianne indiquaient que chaque propriétaire de la colline avait tenté, à sa manière, de maîtriser un phénomène ancien, en utilisant les ressources de son époque. Étienne n'était pas l'instigateur de l'horreur. Il était simplement le gestionnaire le plus efficace qui ait jamais existé. Cette prise de conscience a modifié la position de Claire. Au lieu d'affronter directement l'homme d'affaires, elle a commencé à affaiblir ses réseaux de soutien. Elle a contacté d'anciens employés sous-traitants, désormais dispersés dans d'autres villes, par l'intermédiaire de tiers.
Tous n'ont pas accepté de parler, mais certains ont rapporté d'étranges accidents, des ordres contradictoires et des parties du manoir auxquelles ils n'avaient jamais eu accès. Chaque témoignage renforçait l'idée d'un système organisé pour contenir et alimenter quelque chose d'invisible. Luc a lui aussi évolué sous la pression. Il a renoncé à maintenir un équilibre politique et à adopter une position proactive. Il a commencé à agir en dehors des protocoles traditionnels, privilégiant la protection des personnes à l'image de l'institution. Sa transformation n'était pas le fruit d'un courage soudain, mais d'un épuisement. Des années à ignorer les signaux d'alarme avaient fini par avoir raison de lui, et il refusait désormais de répéter la même erreur. Marianne, quant à elle, prit la décision la plus difficile. Il ouvrit l'intégralité des dossiers à Claire, y compris des documents susceptibles de compromettre sa propre famille. Ce faisant, il rompit un pacte de silence qui s'étendait sur plusieurs générations. Son geste n'avait rien d'héroïque, mais était nécessaire. Elle comprenait que préserver l'histoire sans agir revenait à laisser le cycle se perpétuer. L'évolution des personnages se reflétait dans l'environnement. La ville réagissait de manière ambiguë. Certains habitants commencèrent à s'organiser discrètement, échangeant des informations et observant les mouvements sur la colline. D'autres partirent, incapables de supporter la tension croissante. La communauté se fragmenta, révélant qui était prêt à affronter l'inconnu et qui préférait le fuir. Le plus grand défi de Claire survint lorsqu'elle réalisa qu'Étienne s'adaptait lui aussi. De nouvelles mesures de sécurité furent mises en place. Des itinéraires alternatifs commencèrent à être empruntés. Le silence qui régnait dans le manoir n'indiquait pas une retraite, mais une concentration intense. Il ne se défendait pas, il se préparait. Pourtant, Claire ne céda pas. Son évolution résidait dans la lucidité. Elle ne recherchait plus l'approbation ni la protection des institutions. Elle savait que rompre ce cycle exigerait une confrontation inévitable. Et pour la première fois depuis son arrivée en ville, elle ne ressentait pas seulement de la peur, mais aussi un but. Le dépassement des difficultés ne s'est pas traduit par une victoire, mais par une volonté d'aller de l'avant, même sans garantie. La croissance ne résultait pas de discours ni de promesses, mais d'actions constantes, répétées malgré les risques permanents. Le chemin vers la fin était tracé. Et chacun savait que la prochaine étape exigerait plus qu'une simple préparation. Elle exigerait un choix. Les jours précédant l'affrontement final furent marqués par une tension constante, presque palpable. La ville ne feignait plus la normalité. Le projet touristique avait été officiellement suspendu, sans explication publique, et la route menant à la colline restait bloquée par des barrières provisoires. La justification invoquée était technique. La véritable raison, personne n'osait la formuler. Claire concentra ses efforts sur la résolution des problèmes en suspens. Les intrigues secondaires liées au manoir devaient être réglées avant que le conflit principal n'éclate. Avec l'aide de Luc, elle s'assura que les résidents les plus vulnérables soient discrètement prévenus de quitter les lieux pendant quelques jours. Il n'y eut pas d'alerte générale, juste des recommandations vagues suffisantes pour évacuer les zones critiques. Luc prit également des mesures discrètes au sein de l'entreprise. Des fichiers sensibles furent dupliqués et envoyés hors de la ville. Des contacts externes furent activés, même s'il savait que la réponse tarderait à venir. Son objectif n'était pas de gagner, mais d'empêcher que tout ne disparaisse à nouveau sans laisser de traces. Marianne conclut son intervention en relevant un schéma déterminant dans les anciens documents. Toutes les tentatives de contrôle échouaient lorsque le cycle atteignait un point précis, le bouclage complet de l'espace central de la propriété. Plus les propriétaires s'efforçaient d'isoler le cœur de l'horreur, plus la réaction devenait violente. Étienne répétait la même erreur, mais avec une technologie plus avancée. Cette découverte accéléra le cours des événements. Claire comprit que le dénouement ne serait pas provoqué par une attaque directe, mais par l'effondrement d'un système maintenu artificiellement en place trop longtemps. L'objectif n'était plus de démasquer Étienne, mais de l'empêcher de mener à bien la fermeture définitive du noyau.
Les dernières intrigues secondaires se sont conclues presque sans cérémonie. Le propriétaire de la pension a quitté la ville à l'aube, abandonnant son commerce. Le bibliothécaire remplaçant a pris en charge les archives, ignorant l'ampleur des pertes. La communauté s'est réorganisée instinctivement, comme un corps se préparant à un choc imminent. Perchée sur la colline, la demeure laissait transparaître une intense activité. Seule une aile était éclairée, le reste de la propriété plongé dans l'obscurité la plus totale. Plus aucun camion ne circulait sur la route. Tout le nécessaire se trouvait déjà à l'intérieur. Claire se rendit une dernière fois aux grilles de fer avant le dénouement. Elle observa les symboles gravés, désormais partiellement recouverts de nouvelles couches de métal. C'était une tentative désespérée de sceller quelque chose qui n'avait jamais accepté d'être contenu. Elle comprit alors que le dénouement ne serait pas seulement une confrontation humaine, mais le choc entre le contrôle et les conséquences. La tension montait d'heure en heure. Il n'y avait plus de place pour la réflexion ni pour de nouveaux projets. Tout ce qui pouvait être préparé l'avait déjà été. La suite dépendrait non pas de la stratégie, mais du timing. Le silence qui s'installa cette nuit-là n'avait rien de rassurant. C'était le genre de silence qui précède un effondrement inévitable. La voie était libre. Tous les éléments étaient en place. Et le dénouement approchait avec la certitude d'un événement retardé pendant des siècles et qui exigeait enfin une résolution. La rupture a commencé sans prévenir. Peu après minuit, un son grave a parcouru la ville, trop faible pour être identifié comme une explosion, mais suffisamment intense pour réveiller ceux qui étaient encore réveillés. Il ne venait ni de la route, ni du centre-ville. Il venait de la colline. Un long bruit métallique, suivi d'un silence absolu qui semblait engloutir même les bruits nocturnes les plus courants. Claire était déjà en route. Elle avait pressenti que le noyau s'arrêterait cette nuit-là, non par intuition, mais par réflexe. Chaque fois que le cycle approchait du point critique, les anciens enregistrements indiquaient une ultime tentative de contrôle total, suivie d'un échec catastrophique. Étienne reproduisait exactement cette séquence. Arrivée au bord des barricades de fortune, Claire constata que les portes de fer étaient ouvertes pour la deuxième fois depuis son arrivée en ville. Mais cette fois, aucune machine n'entrait. Seule une lumière intense émanait de l'intérieur du manoir, pulsant à intervalles irréguliers, telle une créature en détresse. Luc arriva quelques minutes plus tard, bravant tous les ordres reçus. Il n'amena aucun renfort. Il savait qu'il n'y aurait ni le temps, ni l'autorisation. Ce qui se passerait là-bas échapperait à tout protocole. À l'intérieur de la propriété, l'air était lourd, saturé d'une vieille odeur métallique, plus forte que jamais. Le sol vibrait sous nos pieds, comme si quelque chose bougeait sous la structure principale. Ce n'était pas une échappatoire, c'était une pression insoutenable. Le noyau se trouvait sous l'aile centrale du manoir, entièrement scellé par des couches d'acier, de béton et de symboles gravés mêlant tradition religieuse, ingénierie moderne et quelque chose qui n'aurait jamais dû coexister. Étienne était là, seul, surveillant les systèmes, le visage impassible, les yeux rivés sur des indicateurs qui avaient déjà dépassé les seuils de sécurité. Il ne manifesta aucune surprise en voyant Claire. Sa transformation ne s'est pas faite par les mots, mais par les actes. Il n'a pas cherché à l'arrêter, il n'a pas proféré de menaces, il a continué à manipuler les commandes, à ajuster les paramètres comme quelqu'un qui refuse d'admettre un échec imminent. Il a cru, jusqu'à la toute dernière seconde, qu'il pouvait encore la maîtriser. Cette discipline et ce calcul suffisaient. C'est alors que le noyau a réagi. Les structures métalliques commencèrent à se déformer, non pas sous l'effet d'un choc extérieur, mais sous la pression interne croissante. Les rambardes, conçues pour retenir la vie, se mirent à fléchir, grinçant comme si elles se tordaient lentement. Les lumières vacillèrent. Les alarmes se déclenchèrent trop tard. Claire comprit alors l'erreur fondamentale de tous les précédents propriétaires, tenter d'emprisonner ce qui n'avait pas besoin de s'échapper pour triompher. Le cycle ne se nourrissait pas de l'évasion, mais d'un enfermement prolongé. Chaque tentative de contrôle ne faisait qu'accumuler énergie, souvenirs et conséquences.
Le tournant décisif survint lorsqu'Étienne comprit enfin que le système n'allait pas s'effondrer par défaillance, mais par succès excessif. Le noyau était resté scellé trop longtemps, et maintenant il réclamait sa libération. La décision fut immédiate. Claire actionna les mécanismes d'ouverture partielle, ignorant tous les avertissements de sécurité, non pas pour se libérer, mais pour briser le cycle. Le processus était brutal, il était dangereux. Il était violent. L'impact secoua toute la demeure. Des parties de l'aile centrale s'effondrèrent. Le sol se fissura. Un son indescriptible transperça la structure. Non pas un cri, mais quelque chose comme un immense déplacement, comme si des siècles de contraintes se libéraient d'un coup. Quand cela cessa, le silence revint, différent d'avant, plus léger, plus vide. Étienne s'écroula, épuisé, non vaincu par Claire, mais par sa propre conviction. Sa transformation était alors complète, de la maîtrise absolue à celui qui avait enfin compris qu'il n'avait jamais été aux commandes. Le cycle avait été interrompu, non pas par la destruction totale, mais par une rupture consciente. Le dénouement n'a désigné aucun vainqueur, seulement des survivants et des marques indélébiles. L'aube s'est levée sans cérémonie, ni sirène, ni foule, ni gros titre. La ville s'est éveillée comme au sortir d'un cauchemar, sans savoir exactement ce qui s'était passé, mais avec le sentiment que quelque chose avait changé à jamais. Le manoir était toujours debout, mais méconnaissable. L'aile centrale s'était partiellement effondrée, désormais bouclée par des structures temporaires érigées à la hâte par des équipes extérieures arrivées avant midi. Aucune déclaration officielle détaillée n'a été faite. Seule la confirmation d'un incident structurel a été faite, suivie de la fermeture complète du site. Les grilles en fer ont été refermées, cette fois non plus comme un symbole de confinement, mais comme un symbole de fermeture. Étienne fut emmené en silence, ni menotté, ni confronté publiquement. Son sort judiciaire demeurait incertain, noyé sous les investigations techniques, les analyses d'experts à n'en plus finir et les accords qui ne seraient jamais pleinement divulgués. Il ne quitta plus la ville comme à son arrivée. Il la quitta diminuée, vidée de la certitude qui l'avait si longtemps soutenue. Luc a remis des rapports exhaustifs aux autorités régionales, sachant que certains seraient ignorés, d'autres édulcorés et d'autres encore noyés sous les méandres de la bureaucratie. Pourtant, quelque chose avait changé. Pour la première fois, il existait suffisamment de documents externes pour empêcher que tout ne soit effacé comme auparavant. Sa carrière entrait dans une période d'incertitude, mais sa position était claire. Il ne prenait plus de décisions uniquement par commodité. Marianne reprit sa place à la bibliothèque quelques jours plus tard, consciente désormais que la préservation de l'histoire exigeait bien plus qu'un simple catalogage. Certains documents ne retourneraient jamais sur les étagères, d'autres seraient reclassés, contextualisés, protégés. Le pacte du silence était rompu, non pas bruyamment, mais irrémédiablement. Claire observa la ville reprendre son rythme prudent. Certains habitants revinrent, d'autres ne revinrent jamais. La peur n'avait pas complètement disparu, mais elle avait perdu la forme oppressante qui avait jadis tout envahi. Il n'y avait plus de cauchemar collectif. L'odeur métallique s'était dissipée. La colline n'était plus qu'une élévation silencieuse, sans cette impression de surveillance constante. Les conséquences ultimes ne furent pas spectaculaires. Elles furent subtiles, profondes et durables. Le cycle ne se répéterait pas là-bas, non pas parce que l'horreur avait été anéantie, mais parce que sa logique avait été brisée. Le contrôle absolu avait cédé la place à une interruption consciente. Claire décida de rester un peu plus longtemps en ville, non pas pour enquêter, mais pour observer. Son voyage ne lui avait pas apporté de réponse définitive, mais quelque chose de plus rare. La certitude que l'action, même sans garantie, pouvait transformer des structures trop anciennes pour être remises en question. L'histoire se passait d'explications, les marques étaient là, dans la terre, dans le peuple, dans la mémoire collective. Et cela suffisait. Des mois plus tard, la colline n'attirait plus l'attention. La végétation commença à recouvrir les traces de l'effondrement,
et le manoir, désormais définitivement fermé, était évité plus par indifférence que par crainte. Les grilles de fer rouillaient lentement, immobiles, sans surveillance constante. Claire partit en silence, ne laissant que peu de traces de son passage. Luc resta en ville, désormais plus attentif aux non-dits. Marianne continua d'organiser la mémoire locale, consciente que certaines vérités n'existent que tant qu'on s'en souvient. La nuit, quand le vent soufflait dans la bonne direction, on pouvait encore entendre le craquement lointain du vieux métal. Non pas comme une menace, mais comme un rappel que certains cycles ne s'achèvent pas d'eux-mêmes. Il faut les interrompre. Si cette histoire vous a interpellé, réfléchissez au nombre de silences similaires qui peuvent exister autour de nous. Des lieux, des personnes ou des événements qui restent tus, non par manque de signes, mais par crainte des conséquences. De telles histoires témoignent non seulement du mystère ou de la terreur, mais aussi des choix faits face à l'inconnu. Partagez dans les commentaires ce que vous auriez fait à la place de Claire. Auriez-vous insisté pour révéler la vérité ou auriez-vous préféré prendre vos distances pour préserver votre sécurité? Votre interprétation pourrait révéler différentes facettes de cette histoire. Si cette histoire vous a plu, partagez-la avec ceux qui apprécient le mystère, le suspense et les récits profonds. Votre participation contribue à la pérennité de ces histoires et évite qu'elles ne tombent dans l'oubli comme tant d'autres secrets du passé. Guys, how do I get a repair tool? I don't have it, right? Sustenance personnel tools. Okay, repair tool. We need sulfur. Motion blur. Okay. Done. Yeah, okay, good. Okay, so we need that tool. We also need silicone rubber. Oh, okay. So we need like... are condoms made out of silicone rubber? Are condoms made out of silicone? Latex. Oh. How do you guys know? What? You seem so educated. Some? Okay, okay, we go. Is that the first thing we need? What else can we make? Hold on. We probably need a flashlight. We probably need a fucking scanner. We probably need a fucking knife. We need every fucking thing! We definitely need an oxygen tank. What's the most important thing? What do you guys suggest?